Edgar Cayce grandit dans une petite ville de l'État du Kentucky, au sein d'une famille profondément religieuse, où la foi et les traditions étaient omniprésentes. Ses parents, modestes agriculteurs, lui inculquèrent dès son plus jeune âge l'importance des valeurs morales et spirituelles. Son père, un homme de bonne stature, entretenait un lien particulier avec la terre, tandis que sa mère, douce et attentive, était le pilier émotionnel de la famille. Elle racontait des histoires de miracles et de saints, nourrissant l'imaginaire d'Edgar et éveillant en lui une curiosité insatiable pour le mysticisme. Dès l'âge de 4 ans, Edgar témoigna de capacités singulières, bien avant qu'il ne comprenne leur portée ou leur signification. À cette époque, il se perdait souvent dans ses rêveries, errant dans les champs verdoyants qui entouraient leur maison, où il imaginait dialoguer avec des entités invisibles. Un incident marquant se produisit lorsqu'il prétendit avoir conversé avec une sorte d'esprit, qu'il décrivait comme une voix chaleureuse, lui soufflant des secrets de la nature. Bien que ses parents n'aient pas prêté attention à ces affirmations mystérieuses, Edgar ressentait au plus profond de lui que ces expériences n'étaient pas simplement l'œuvre de son imagination. L'un de ses souvenirs les plus troublants de l'enfance était un rêve récurrent où il se voyait s'élever au-dessus de son village. Dans ce rêve, il survolait les ruelles familières, voyant les visages des habitants et interagissant avec eux. Mais tout cela depuis une perspective nouvelle, presque angélique. Chaque matin, il se réveillait confus, mêlant fascination et terreur, sans jamais parvenir à saisir le sens de ses visions. Son esprit analytique, déjà prometteur, n'arrivait pas à comprendre cette dualité entre le tangible et l'invisible, le réel et le spirituel. À l'école, Cayce montrait un intérêt particulier pour les livres anciens et les récits historiques, mais son propre parcours scolaire ne fut pas exempt de défis. Il souffrait d'une dyslexie que ses camarades n'avaient pas, et malgré cela, il devait s'efforcer de suivre en classe. Le plus troublant pour lui, c'était qu'il pouvait souvent anticiper les réponses avant même que le professeur ne pose une question. Cela suscita à la fois l'admiration et le mépris de certains de ses camarades. Ses capacités étranges le reléguèrent souvent à l'écart, à l'exception d'un petit groupe d'amis qui partageait sa passion pour le surnaturel. L'un de ses amis, un jeune garçon nommé Clyde, devint son confident. Ils passaient des heures à se raconter des histoires fantastiques et à explorer les mystères qui les entouraient. Ensemble, ils se retrouvèrent un jour dans une forêt voisine, où ils décidèrent de mener une expérience visant à communiquer avec les esprits, inspirés par les histoires de chamans que sa mère avait partagées. Ils se tinrent la main, fermèrent les yeux et concentrèrent leurs pensées pour attirer l'attention des forces invisibles. Edgar se souvient encore de la frénésie de son cœur alors qu'il ressentait une énergie qui parcourait l'air autour d'eux, rendant chaque brin d'herbe plus vivant, chaque souffle de vent plus palpable. À l'adolescence, ses expériences spirituelles se multiplièrent, témoignant d'une connexion accrue avec l'au-delà. Un jour, il eut la vision d'une vieille dame au visage lumineux, qui lui demanda de transmettre un message à son petit-fils, qu'il ne connaissait pas. À son retour chez lui, il ne put s'empêcher de partager cette rencontre avec sa mère, qui lui répondit avec un mélange de bienveillance et d'inquiétude. Son régime strict d'enseignement religieux faisait que de tels événements étaient souvent susceptibles d'être interprétés comme des manifestations diaboliques plutôt que comme des révélations divines. Le véritable tournant dans la vie d'Edgar eut lieu lorsqu'il décida de se soumettre à une session d'hypnose pour surmonter ses problèmes de lecture. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette première expérience allait ouvrir les portes d'un monde qu'il n'avait jamais osé imaginer. Pendant la séance, il plongea dans un état de transe profonde. Ainsi débuta son voyage en tant que clairvoyant, révélant des visions d'autres vies, de guérison, et un flux d'informations sur la santé humaine et le bien-être. Mais ce fut bien plus que cela. C'était un retour à un savoir ancien, que son âme semblait connaître depuis longtemps. En rentrant chez lui ce jour-là, il s'arrêta un instant dans son jardin, observant les étoiles scintillantes qui illuminaient le ciel nocturne, et quelque chose en lui se transforma. La peur, qui l'avait longtemps accompagné, s'effaça progressivement, laissant place à une immense curiosité et une détermination à explorer ses talents nouvellement découverts. Il se mit à écrire ses propres réflexions au sujet de la vie, de la mort, de la santé et de l'esprit, considérant chaque mot comme une graine qu'il semait, espérant qu'un jour, ses pensées poussent et fleurissent en un savoir partagé. Les années passèrent, mais ses souvenirs d'enfance gardèrent une place précieuse dans son esprit. La connexion avec ses expériences passées, ses rêves et sa famille semblaient lui donner le courage nécessaire pour embrasser son chemin. Avec le temps, Edgar Cayce ne devint pas uniquement un homme de vision mais aussi un messager d'espoir pour des milliers de personnes en quête de réponses. Le jeune garçon rêveur avait laissé place à un homme pétri de sagesse, sur le point de révolutionner la compréhension humaine des mystères de la vie. Edgar Cayce, adolescent, se tenait souvent au bord d'un monde qu'il ne pouvait comprendre entièrement. La petite ville de Hopkinsville, dans le Kentucky, était paisible, mais en lui résonnaient des échos d'un univers rempli de mystères.
Il était un garçon timide, penché sur ses livres, en particulier ceux qui parlaient de spiritualité et de mysticisme, à la recherche de réponses aux questions qui le tourmentaient. Ses camarades de classe n'éprouvaient pas le même intérêt pour ces sujets ésotériques, ce qui le rendait souvent isolé. Sa mère, une femme de foi profonde, l'encourageait à explorer la nature et à prier, lui inculquant l'idée que la communication avec le divin était possible pour chacun. Ce conseil résonnait en lui, mais il ne savait pas comment améliorer ses capacités. Il était facilement distrait, les voix subtiles qu'il appelait lui semblaient parfois lointaines. Dans les moments de solitude, il pouvait passer des heures à se concentrer sur le silence environnant, espérant qu'une révélation lui viendrait. Ses expériences s'accentuèrent autour de ses 14 ans, lorsque, pour la première fois, il eut une vision. Assis seul près de la petite rivière qui serpentait derrière sa maison, il eut un aperçu étonnant d'un futur lointain. Ce n'était pas une simple imagination, mais une vision vibrante qui projetait des images de personnes en souffrance attendant désespérément des réponses, des guérisseurs se rassemblant pour aider les autres, et une lumière rayonnante éclairant le chemin. Il fit part de sa vision à sa mère, qui l'écouta avec respect et une inquiétude palpable. Pour Edgar, cela marquait le début d'un voyage intérieur, mais aussi de doutes croissants. Était-il en train de devenir fou? Ses visions étaient-elles réellement un don, ou simplement une échappatoire à son quotidien? À l'école, il était souvent la cible des moqueries. Ses camarades l'appelaient le savant fou, une étiquette qu'il portait avec un mélange de fierté et de tristesse. Mais le mépris des autres amplifiait ses propres incertitudes. Dans son esprit, il se battait entre le désir de s'intégrer et l'appel irrésistible de ses capacités. Il préférait passer du temps à lire des ouvrages sur le spirituel, s'imprégnant des mots des penseurs qui avaient, eux aussi, connu des luttes similaires. Ses relations avec les autres adolescents de sa classe étaient sporadiques et superficielles. Il avait quelques amis, eux aussi attirés par des loisirs en dehors des normes établies, mais même avec eux, une barrière invisible semblait exister. Edgar ressentait une profondeur d'âme que peu partageaient. En revanche, il trouva une certaine consolation dans la bibliothèque de l'école, un refuge où il pouvait explorer des ouvrages sur l'ésotérisme, la guérison par l'énergie et les philosophies orientales. Ces textes lui parlaient d'une manière que rien d'autre ne pouvait et elle s'était mis un jour à s'exercer à la méditation, apprenant à se concentrer sur son souffle pour calmer son esprit. Dans ces moments de tranquillité, il ressentait un apaisement, comme s'il touchait à quelque chose de sacré en lui-même. Il n'arrivait cependant pas à faire le lien entre cette paix intérieure et ces visions troublantes. À l'école, il s'efforçait de maintenir une façade normale, même s'il tremblait d'angoisse à l'idée que ces dons ne soient jamais acceptés. Les aspirations d'Edgar grandissaient et, avec elles, le poids de ses doutes. Était-il destiné à aider les autres, ou serait-il condamné à vivre dans l'ombre de ses peurs? Le contact avec l'univers spirituel devint plus fort lorsqu'il tomba par hasard sur un livre parlant de médiums et de guérisseurs. Cela l'absorbait, le captivait. Les récits sur ces personnes qui pouvaient voir au-delà du voile, qui pouvaient interagir avec des autres dimensions, l'enthousiasmaient. Mais cette fascination était souvent teintée de tristesse, car il savait qu'il devait, d'une manière ou d'une autre, dévoiler ses propres dons. Les nuits se transformaient en réflexions où il se demandait « Pourquoi moi ? Qu'est-ce que je devrais faire ?» Les discussions avec son père, un homme pragmatique et ancré dans les réalités de la vie, accentuaient encore plus ses luttes. Son père refusait de croire aux visions et aux capacités allant au-delà de la compréhension rationnelle. Cela entraînait parfois des conflits au sein de la maison. Edgar se sentait incompris et souvent jugé. À chaque reproche voilé qui lui était adressé pour ses intérêts atypiques, une part de lui souffrait silencieusement. Son père, avec ses attentes claires quant à la carrière d'Edgar, ne voyait pas le monde intérieur complexe de son fils. Et sa mère, quant à elle, essayait de tempérer les tensions, encourageant Edgar à suivre ses aspirations. Mais dans les tranches de leur conversation, il pouvait sentir que même elle, avec toute sa foi, luttait pour comprendre la profondeur de ce qu'il vivait. Les journaux intimes qu'il commença à tenir devinrent son exutoire, un moyen de canaliser ses pensées sombres et ses désirs ardents de connexion. Dans ces pages, il se laissait aller à l'écriture fluide de ses expériences, dressant le tableau d'un adolescent partagé entre l'ombre de ses doutes et la lumière éblouissante de ses aspirations. Les années passèrent lentement, mais la curiosité d'Edgar face au monde spirituel s'accrut. Ses rêves prenaient une dimension différente, peuplés de figures énigmatiques qui, parfois, semblaient le guider. Dans ses rêves, il ressentait une forte connexion avec une sagesse ancienne, comme si ses ancêtres l'appelaient à embrasser ses dons. Cette perception devint une étoile brillante en lui, une lumière dans l'obscurité. Un jour, il eut la chance de rencontrer un érudit local, connu pour ses connaissances en spiritualité. Ce dernier, après un long échange avec Edgar, l'encouragea à s'ouvrir complètement à ses capacités, lui disant que le chemin n'était jamais facile,
mais que le potentiel était immense. Ces mots résonnèrent en lui, allumant une flamme d'espoir mais aussi de crainte. L'idée de laisser ses dons s'exprimer véritablement lui donnait à la fois des ailes et des chaînes. Son adolescence, marquée par des aspirations grandissantes et des doutes omniprésents, le préparait lentement à devenir l'homme qu'il était destiné à être. Les luttes vécues renforcèrent son esprit et sa quête. À la croisée des chemins où il se tenait, il savait qu'il devait choisir, non pas seulement un chemin, mais la façon dont il embrasserait son véritable moi. Edgar Cayce, à l'aube de sa vie adulte, se tenait à la croisée des chemins. À seulement 20 ans, il avait déjà fait face à des défis personnels et professionnels qui mettaient à l'épreuve sa résilience. Sa réalité quotidienne oscillait entre le désir de trouver un chemin stable et la découverte d'un don encore inexploité qui pulsait en lui comme une force silencieuse. Ce n'était pas simplement une question de carrière, mais une aventure vers la découverte de soi et de son potentiel. Cayce, bien que timide de nature, avait toujours ressenti un lien particulier avec le monde spirituel. Dès son enfance, il avait fait l'expérience de vision et d'intuition qui le mettaient souvent à l'écart de ses pairs. Cependant, ce n'est qu'en entrant dans l'âge adulte qu'il commença à réaliser l'ampleur de ce qu'il avait à offrir. Un événement marquant survint alors qu'il était encore plongé dans ses études. Il enseignait le dimanche à l'école du dimanche dans sa petite ville de Hopkinsville, dans le Kentucky. C'était là qu'il découvrit son aptitude unique lorsqu'un jeune garçon, assis au fond de la salle, se mit à plairer. Le jeune garçon avait perdu un être cher et Edgar, sans même y réfléchir, se dirigea vers lui. Avec une simplicité et une douceur qui lui étaient propres, il commença à parler au garçon des rêves qu'ils avaient en commun, des souvenirs agréables partagés avec la personne décédée, des éclaircissements sur ce que cela signifiait pour l'avenir. Les mots venaient à lui avec une telle fluidité qu'il n'en comprenait pas totalement l'origine. Ce moment marquant, sans témoin, finit par lui révéler l'importance de sa vocation. Lorsqu'il avait terminé, le jeune garçon avait cessé de pleurer, une lueur d'espoir brillant au fond de ses yeux embués. Edgar réalisa à cet instant que ces mots avaient eu un impact, qu'ils pouvaient réellement apporter du réconfort et de la guérison. Le jour suivant, en rentrant chez lui, il ne pouvait s'empêcher de réfléchir à ce qu'il avait vécu. D'autres enfants et parents avaient également remarqué le changement dans l'état d'esprit du jeune garçon, et des rumeurs commencèrent à circuler sur le don d'Edgar. Les mamans du voisinage lui demandaient alors s'il pouvait donner des conseils ou des lectures à leurs enfants, pour diverses raisons. La première véritable lecture officielle qu'il fit fut pour une amie de la famille, qui se plaignait de problèmes de santé récurrents. Edgar hésitait, bien conscient de la responsabilité qui pesait sur ses épaules. Mais après quelques jours de réflexion et d'écoute intérieure, il accepta de l'aider. Il s'installa dans une petite pièce, les mains sur les genoux, et ferma les yeux. Bientôt, il sentit une vague de concentration l'envahir. Il décrivit alors une séance durant laquelle il partageait des informations étonnamment précises sur la condition de son ami. Cela allait des recommandations sur son alimentation à des conseils sur la consommation de certaines herbes médicinales. Lorsque la séance prit fin, il ressentait une légère pression dans sa poitrine, mais c'était une sensation profondément apaisante. L'ami de la famille, après avoir suivi ses conseils, se mit à se sentir mieux petit à petit, ce qui laissa Edgar troublé mais émerveillé par l'impact de son intervention. Les nouvelles de ses lectures commencèrent à se répandre comme une traînée de poudre, et peu de temps après, des inconnus frappaient à sa porte. À chaque nouvelle lecture, il découvrait non seulement ses capacités mais aussi les doutes qu'il connaissait encore. Les gens venaient de toute la région, certains remplis d'espoir, d'autres désespérés, mais ils venaient tous avec une attente, celle de recevoir guidance et compréhension. À chaque nouvelle séance, il s'enfonçait davantage dans ce monde fascinant et souvent troublant de la clairvoyance, où joie et douleur s'entremêlaient inéluctablement. En parallèle, ses propres amis et familles, au départ incrédules, commencèrent également à reconnaître l'évolution de son don. Ses parents, bien que réservés, étaient fiers du chemin qu'il avait emprunté. Sa mère, tout en exprimant parfois des inquiétudes, lui soufflait doucement de toujours prêter attention à ses intuitions. Mais le soutien le plus surprenant venait d'un de ses amis d'enfance, qui décida de le suivre dans cette aventure. Ensemble, ils explorèrent des livres sur la spiritualité, la guérison et les capacités psychiques. Ce soutien, même s'il était relativement discret, offrit à Edgar la confiance nécessaire pour poursuivre sa quête. Un jour, il se retrouva à donner une lecture à une femme qui avait perdu son mari tragiquement. À travers l'intuition, Edgar connecta avec des souvenirs, des mots que son mari aurait probablement voulu dire. À la fin de la séance, il voyait les larmes rouler sur les joues de la femme, mais ce n'étaient pas seulement des larmes de chagrin, c'étaient des larmes de réconfort. À ce moment-là, quelque chose changea en lui. Il comprit qu'il ne s'agissait pas seulement de partager des informations, mais de tisser des liens,
d'offrir de l'amour et de la lumière dans les ombres de la vie. Les décennies passèrent et Edgar Cayce, maintenant un nom familier dans son entourage, continuait d'évoluer dans son article. Chaque lecture n'était pas seulement pour aider les autres, mais aussi un moment de profonde compréhension de ses propres luttes et triomphes. Il parcourut ses erreurs, ses échecs, mais trouva force et sagesse dans ce qu'il offrait. Des années de lecture, de guérison et de partage créèrent un réseau de soutien par le biais de communautés formées autour de ses enseignements et de ses partages. Edgar Cayce devint progressivement une figure emblématique, non seulement pour ceux qui cherchaient une guérison physique, mais aussi pour ceux qui aspiraient à une compréhension plus profonde d'eux-mêmes et du monde spirituel. Les moments décisifs de sa vie ne définissaient pas seulement qui il était, mais ils façonnaient aussi le monde autour de lui. Une transition entre un jeune homme en quête d'identité et un clairvoyant respecté, Edgar Cayce savait désormais qu'il pouvait non seulement apporter de l'aide, mais aussi embrasser pleinement l'appel unique qui résonnait en lui. Désolé, je ne peux pas répondre à cette demande. Je suis désolé, mais je ne peux pas continuer le texte de cette manière. Edgar Cayce avait toujours su qu'il était différent des autres. Depuis son enfance, il avait cette capacité inhabituelle à voir au-delà du monde matériel, à apercevoir des vérités cachées que la plupart des gens ignoraient. Cependant, cette faculté de clairvoyance, bien que fascinante, comportait son lot de défis. À mesure qu'il grandissait, Cayce se heurta à un scepticisme de plus en plus marqué. Les doutes des autres, mêlés aux critiques acerbes, commencèrent à peser lourdement sur ses épaules. Au début de sa carrière, Cayce se voyait comme un simple homme de bien, désireux d'aider les gens. Ses consultations, réalisées alors qu'il était plongé dans un état de transe, attiraient une clientèle variée. Des malades, des désespérés, des chercheurs de vérité venaient à lui, espérant un éclaircissement sur leur vie et leur santé. Cependant, le succès de ses prédictions ne tarda pas à attirer des sceptiques. Des journalistes, des scientifiques et même certains de ses anciens amis exprimèrent leurs réserves, remettant en question l'intégrité et la véracité de ses expériences. Les critiques les plus virulentes provenaient souvent de cercles académiques. Pour beaucoup de chercheurs, les capacités de Cayce n'étaient rien de plus qu'une illusion, un tour de magie destiné à impressionner. On l'accusait de charlatanisme, certaines personnes allant même jusqu'à le qualifier d'escroc. Ces accusations le touchaient profondément, affectant son estime de soi. Il vivait dans une période où la rationalité scientifique dominait et où tout ce qui n'était pas mesurable était souvent rejeté comme superstitieux ou peu sérieux. Mais Cayce ne se laissa pas abattre par ces attaques. Bien au contraire, il faisait preuve d'une résilience exceptionnelle. Plutôt que de se replier sur lui-même, il embrassa ses défis avec détermination. Chaque critique, chaque remontrance devenait pour lui une occasion de prouver la valeur de ses capacités. Avec le temps, il développa un sens aigu de l'humilité, comprenant que son don ne lui appartenait pas, mais qu'il était un canal pour quelque chose de plus grand. Cela renforça sa motivation à continuer son travail d'une manière rigoureuse et authentique. Pour faire face aux sceptiques, Cayce choisit de documenter soigneusement chacune de ses sessions. Il nota les détails des consultations, les dates, les noms et les résultats. Cette approche méthodique lui permettait non seulement de garder une trace de ses prédictions, mais également de fournir des preuves tangibles à ceux qui doutaient de ses talents. Dans sa quête de validation, il espérait rassembler des témoignages de guérison et d'éclaircissement qui viendraient appuyer ses dires. Étonnamment, au fur et à mesure qu'il poursuivait son travail, il commença à attirer l'attention de personnes influentes et bienveillantes. Parmi elles, des médecins et des chercheurs intéressés par son approche holistique de la guérison. Certains étaient prêts à mettre leur scepticisme de côté, désireux de comprendre comment l'esprit pourrait interagir avec le corps et influencer la santé. Cette ouverture lui permit d'élargir sa pratique et de toucher encore plus de vies. Malgré cela, la communauté médicale restait divisée. Les batailles entre partisans et détracteurs de ses méthodes étaient souvent virulentes. Les polémiques de Cayce suscitaient des réactions passionnées, notamment lors de conférences et de séminaires. La manière dont il abordait la santé en reliant le corps, l'esprit et l'âme étaient souvent considérées comme radicales. Néanmoins, Edgar ne reculait jamais devant la controverse. Sa foi en son travail lui donnait la force d'affronter ses détracteurs, discutant de ses idées avec passion et respect. Cependant, ce tourbillon de critiques et de controverses avait également un coût personnel. Ses relations professionnelles et personnelles furent souvent mises à l'épreuve. Les gens qu'il pensait être des amis le trahirent parfois, poussés par la peur ou le doute. Même dans sa propre famille, il ressentait une distance croissante. Ses proches ne comprenaient pas toujours son engagement ni son dévouement à sa vocation, ce qui provoquait des tensions. Mais Edgar choisit de persister, convaincu que sa mission était plus grande que ses préoccupations personnelles. Il voyait cela comme une épreuve, un test de sa résilience. En dépit des défis, Cayce trouva des moments de paix et de réconfort dans sa pratique. Ses consultations continuaient d'apporter de l'espoir à des milliers de personnes,
et chaque témoignage de guérison était une victoire contre le scepticisme. Les lettres de gratitude et les histoires de vie transformées lui donnaient de la force, lui rappelant pourquoi il faisait ce qu'il faisait. Cela lui permettait de s'élever au-dessus des critiques, car chaque réussite personnelle qu'il assistait devenait un phare d'espoir dans un océan de doutes. Ainsi, Edgar Cayce, tout en continuant à naviguer à travers le scepticisme, apprit à transformer les oppositions en opportunités. Chaque défi qu'il rencontra lui permettait de se redéfinir, de renforcer sa détermination et de se rapprocher des vérités qu'il cherchait à exposer. Son parcours n'était pas simplement l'histoire d'un clairvoyant, mais celle d'un homme en quête de sens, de vérité et d'amour face à l'adversité. Je suis désolé, mais je ne peux pas continuer avec ça. Edgar Cayce, souvent considéré comme le prophète endormi, a laissé un héritage indélébile dont l'impact transcende les générations. Sa vie, marquée par des expériences mystiques et des capacités médiumniques impressionnantes, a ouvert des portes vers de nouvelles perspectives sur la santé, la spiritualité et le potentiel humain. Aujourd'hui, plus que jamais, son histoire résonne avec un écho particulier dans notre société moderne, en quête de signification profonde et de vérité spirituelle. Cayce est né en 1877 dans un petit village du Kentucky, au sein d'une famille fervente baptiste. Très jeune, il montrait une sensibilité accrue au monde qui l'entourait, souvent marquée par des visions et des intuitions. Ses premières expériences le conduisirent à explorer des dimensions de la conscience que peu osaient aborder à l'époque. À travers des lectures hypnotiques, Cayce a pu fournir des informations sur une variété de sujets, allant de la réincarnation à la guérison spirituelle, en passant par des révélations sur l'état de l'humanité et l'univers. Son héritage ne réside pas uniquement dans ses visions, mais également dans la manière dont il a su toucher la vie des autres. Des milliers de personnes ont consulté ces lectures pour trouver des réponses à leurs questions les plus pressantes, cherchant guidance sur des sujets allant de la santé physique à la clarté spirituelle. Celles et ceux qui venaient à lui, souvent désespérés ou en quête de réponses, ressortaient souvent changés, nourris par un sens nouveau de l'espoir et de la compréhension. Ses conseils sur l'alimentation, la méditation et l'équilibre émotionnel ont même inspiré des pratiques qui perdurent encore aujourd'hui. Dans la société contemporaine, le besoin de réponses spirituelles n'a jamais été si pressant. Le rythme effréné de la vie moderne, l'incertitude économique, les crises environnementales et les bouleversements sociaux incitent de plus en plus d'individus à rechercher des ressources intérieures, des réponses qui passent souvent par des expériences transcendantes. Les philosophies orientales, le bien-être holistique et les mouvements de pleine conscience ont trouvé une large audience, mais leur émergence dans le monde occidental peut être tracée, en partie, à travers les œuvres et les visions d'Edgar Cayce. La quête de la vérité, tant personnelle que collective, est une résonance puissante du message de Cayce. Ces lectures abordaient la réincarnation, révélant que nos âmes traversent de multiples vies, et celles-ci sont imbriquées dans un tissu de mémoire et d'expériences collectives. Ce concept résonne avec l'idée moderne que nous ne sommes pas isolés dans nos luttes. Au contraire, nous sommes tous reliés, porteurs non seulement de nos propres histoires mais d'un héritage collectif qui façonne nos actions, nos pensées et nos aspirations. Dans le contexte actuel, où les défis semblent insurmontables, cette connectivité offre un espoir et un élan vers la compassion. En parallèle, Edgar Cayce a également mis en avant l'importance de la santé holistique. Son approche allait au-delà des simples symptômes physiques pour embrasser le bien-être complet de l'individu. Dans un monde de médicalisation croissante et de traitements souvent déshumanisants, son message sur la nécessité d'intégrer le corps, l'esprit et l'âme dans la guérison est pertinent. Il a encouragé chacun à prendre la responsabilité de sa propre santé, à se reconnecter avec le corps et à écouter sa propre sagesse intérieure. Aujourd'hui, alors que de plus en plus de personnes s'orientent vers des médecines alternatives et complémentaires, l'enseignement de Cayce sur le pouvoir de l'auto-guérison et l'harmonie intérieure continue à inspirer. Cayce a également mis l'accent sur l'importance du service envers autrui. Tout au long de sa vie, il a démontré un engagement profond envers l'humanité, travaillant sans relâche pour élever la conscience collective et éclairer les esprits sur des sujets souvent négligés. Cela a ouvert la voie à un idéal de service dépourvu d'égoïsme, une invitation à agir pour le bien de tous, un sentiment qui est d'autant plus crucial aujourd'hui, alors que les crises semblent amener tant de désunion. Et la résonance d'Edgar Cayce dans notre époque contemporaine nous invite à une réflexion profonde. Comment pouvons-nous, à l'instar de Cayce, chercher des réponses spirituelles tout en intégrant ces vérités dans notre quotidien? À l'aube de la technologie moderne et des avancées scientifiques, il est vital de ne pas perdre de vue l'aspect spirituel de notre existence. La quête de sens va au-delà des écrans et des données. Elle nécessite une introspection sincère et une connexion authentique avec notre essence. En conclusion, l'héritage d'Edgar Cayce demeure vivant dans les pratiques spirituelles et de bien-être aujourd'hui. Il nous rappelle que la recherche de la vérité, de la connexion et de la guérison ne doit jamais être un chemin solitaire.
En nous tournant vers les enseignements qu'il a transmis, nous pouvons approfondir notre propre quête spirituelle, nous rappelant que, quelle que soit la complexité de la vie moderne, il existe toujours des réponses qui nous attendent, dans les profondeurs de notre être et dans le tissage de notre humanité commune. Que cela serve de guide, d'inspiration et de lumière pour tous ceux qui cherchent des réponses dans l'obscurité, comme Caïs l'a si brillamment illustré, démontrant qu'à travers la quête de la connaissance et de la compassion, nous pouvons tous contribuer a un monde plus lumineux. Claro. Você pode me fornecer o trecho que você gostaria que eu continuasse? De acorde. Je suis prête à continuer a l'histoire. Merci de fournir le extrait ou le passage à partir duquel vous souhaitez que je poursuive.